Bonjour à tous. Bienvenue à notre treizième conférence, euh, à notre treizième conférence déjà dans le cycle de conférences que nous avons organisé depuis le début de l'année 2022 et je vous remercie de nous avoir rejoints. Notre intention avec ce cycle, c'est de mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois et les atouts qui lui ont permis d'être inscrits à l'UNESCO, de partager les enjeux, les recherches et les actions de la mission Coteaux Maison Cave de Champagne Patrimoine mondial. Et ce cycle de conférences est gratuit et ouvert à tous, étudiants, professionnels, vignerons, collaborateurs des maisons et des institutions champenoises. Nous avons choisi des conférences en ligne pour couvrir notre zone d'engagement et pour aller à la rencontre des publics qui habitent sur tout le territoire de la Champagne et qui sont attachés au Champagne et à la Champagne. Ça marche pas. Alors, cette conférence est enregistrée. Ce qui présente l'intérêt suivant, c'est que vous avez déjà 12 conférences à voir et à revoir, et dont 11 sont à revoir sur YouTube. Et vous avez les thèmes qui s'affichent. Donc, et vous avez la possibilité de scanner le QR code qui se trouve en haut de la page pour pouvoir accéder directement à notre chaîne YouTube. Je vous laisse le faire si ça vous intéresse. Et donc, on rajoutera bientôt cette 13e conférence avec Giovanni Pace. La conférence d'aujourd'hui va nous permettre de comprendre une fois de plus ce qui fait la singularité des coteaux, maisons et caves de Champagne, ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous abordons le thème de l'architecture, notamment industrielle. J'ai le plaisir d'accueillir Giovanni Pace. Giovanni est un architecte champenois. Il est diplômé de l'école d'architecture de Nancy en 1991 et il a créé son agence 5 ans plus tard. C'est à la fois parce qu'il travaille sur des projets champenois et surtout parce qu'il est membre du conseil scientifique de la mission Coteaux, Maison, Cave de Champagne au patrimoine mondial que nous l'avons prié d'intervenir. C'est la contribution des membres du conseil scientifique de donner leur savoir dans l'inscription. À ce titre, il connaît donc bien les particularités champenoises, dont ce génie créatif des Champenois, qui ont ajouté de l'inventivité aux simples contraintes fonctionnelles de leur industrie. L'avenue Champagne et la colline Saint-Nicaise en sont les exemples les plus frappants. Et ces deux sites de la zone cœur sont comme autant de références pour inspirer les créations de Giovanni. Voici ce que dit Agnès Oserman, architecte, à propos de Giovanni. Alors, j'ai pris un extrait d'un petit mot qu'elle avait écrit. L'émotion, et donc, je la cite. L'émotion fait partie intégrante de la conception de Giovanni. Son architecture, à travers un dessin très précis, mêle sensation et technicité. Entre masse et porosité, transparence et opacité, proportion et inattendu, ces bâtiments sont ancrés tels des repères en relation avec la force du lieu et du paysage. Et c'est du paysage champenois, notamment industriel, et de l'inspiration qu'il nous lègue dont nous parlerons aujourd'hui. Giovanni m'a proposé comme titre de cette conférence « Paysage, industrie et apparat ». J'ai beaucoup aimé la vision qu'il met dans ce titre, en tout point conforme au patrimoine culturel vivant que nous sommes, un patrimoine vivant qui, lui aussi, devra passer aux générations futures. Comme tous les autres membres du conseil scientifique, il a donc à cœur de partager ses expertises et nous le remercions. Et je vais donc sans tarder lui passer la parole. Merci Giovanni.
Eh bien, bonjour. C'est en tant qu'architecte que je vais vous parler, pas en tant qu'historien, et pourtant il va falloir se plonger dans le temps long pour pouvoir bien comprendre l'architecture industrielle en Champagne. Tout d'abord, je voulais parler de l'architecture et lui donner des définitions. Et je vais commencer par Vitruve, 1er siècle avant Jésus-Christ, où Vitruve écrivait dans De Architectura: l'architecture se compose de l'ordonnance, de la disposition, de l'eurythmie étant l'harmonie des proportions, de la symétrie, de la convenance étant le décor, et de la distribution ou de l'économie, au sens economia, l'art de bien gérer sa maison. On doit faire ces travaux en tenant compte de la solidité, de l'utilité et de la beauté. Vitruve termine avec la beauté, et si aujourd'hui on parle de paysage, de l'UNESCO, la beauté est forcément une balise qu'il ne faut jamais oublier dans notre démarche architecturale, l'intégration dans le site. Nous sommes en 1923, nous sommes en 2023, et en 1923, un autre très grand nom de l'architecture, Le Corbusier, a écrit ceci au sujet des architectes. L'architecte, c'est une belle définition. L'architecte, par l'ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une pure création de son esprit. Par les formes, il affecte intensivement nos sens, provoquant les émotions plastiques. Par les rapports qu'il crée, il éveille en nous des résonances profondes. Il nous donne la mesure d'un ordre qu'on sent en accord avec celui du monde, ce que nous ressentons comme la beauté. Donc, aussi bien Vitruve que Le Corbusier considèrent que ça ne sert à rien de construire si c'est pas beau. J'ai parlé du temps long, et pour commencer ce temps long, on retourne vraiment très très loin. Et Stonehenge est pour moi, et comme pour beaucoup d'architectes, est la première œuvre de l'architecture. C'est la première œuvre de l'architecture parce que c'est à cet endroit où l'homme s'est posé la question de l'hommage. Rendre hommage à la nature, rendre hommage au paysage et le magnifier par une construction. Aller chercher des pierres à des dizaines de kilomètres, les amener sur place, faire en sorte de les disposer avec harmonie, avec justesse, les édifier, les poser les unes sur les autres pour qu'elles tiennent. Tout ça pour que le 21 juin, au solstice d'été, la lumière arrive précisément à un endroit qui fait que cette œuvre prend tout son intérêt. Et c'est là qu'on ressent aussi la beauté. Et c'est un hommage à la nature, à ce qui existe et ce qui existera tout le temps. Et l'homme ici fait une sorte de monument qui est comme un hommage, comme quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qu'il faut transmettre aux autres générations. Je vais remonter un petit peu plus proche de nous. Andrea Palladio, architecte de la Renaissance, qui a écrit aussi les 4 livres de l'architecture, dans lequel, comme Vitruve, il fait référence aux proportions, à l'harmonie, à la symétrie, doit créer pour un de ses clients une villa. En fait, c'est un espace, c'est à la fois une villa, à la fois on peut dire une maison, mais la particularité de cette maison-là, c'est qu'elle se situe à la campagne. Donc c'est une villa de campagne, et juste à côté de cette villa, il y a la ferme avec tous les ustensiles, les hangars, les bâtiments agricoles nécessaires au bon fonctionnement. Et puis dans le soubassement de cette ville-là, il y a des parties où on peut stocker le résultat des moissons et autres. Et comme vous avez vu à Stonehenge,
ou ici, sur la Villa Rotonde, il y a un rapport très très fort entre la géométrie et l'architecture. Et quand on veut faire de l'architecture qui a un sens, qui est qu'elle soit orientée ou pas, c'est-à-dire qu'elle soit orientée par rapport à la course du soleil ou par rapport à un paysage, c'est souvent par la géométrie que l'on arrive, en créant des formes pures, de magnifier l'acte de construire. Donc voici la villa dans son environnement. Donc on s'aperçoit qu'il y a un socle, qu'il y a une partie centrale ici et qu'il y a une toiture. Alors ça paraît simple quand on le dit, mais c'est un fondement de l'architecture, c'est un standard. On verra après dans les autres diapositives. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Le rapport avec la terre, le rapport avec l'homme au centre et le rapport avec le ciel, en partie haute du bâtiment. Et l'approche de ce bâtiment vis-à-vis du paysage, c'est en haut d'une colline. Et il faut imaginer Capra, le propriétaire de cette villa, qui demande à des peintres célèbres de la Renaissance de décorer tout l'intérieur de la villa. On peut l'imaginer avec ses convives sous le portique et admirer toute sa propriété en bas. Et l'architecture ici a ce côté d'apparat, même si c'est une maison de campagne, c'est-à-dire c'est de montrer à la fois la richesse, même si c'est pas vraiment la richesse, mais c'est plutôt la philosophie, j'ai envie de dire, de Capra vis-à-vis de l'architecture, vis-à-vis du paysage et son envie de faire quelque chose de beau, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas propriétaire, enfin qu'on est tous des locataires sur Terre et que si on peut laisser quelque chose de magnifique aux autres, ça leur donnera peut-être le chemin de poursuivre, la route, ça donnera le bon chemin pour poursuivre cette idéologie. Je vais vous parler des modernes. Alors, je ne parle pas encore du paysage de l'architecture, paysage champenois industriel, mais vous allez comprendre que tout est lié par le standard. En fait, le champagne, c'est quelque chose de standardisé. C'est-à-dire que standardisé, ça veut dire qu'on va fabriquer un objet pour un objet ou un objet ou une chose pour pouvoir la fabriquer à grande échelle, pour pouvoir la transmettre et pour pouvoir la vendre. Et donc, établir des standards, c'est établir des règles qui font que ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois parce que c'est comme ça que l'on fait, parce que ça a été éprouvé, comme dirait Vitruve, c'est solide, c'est utile et c'est beau. Donc, voilà. Donc, Le Corbusier, en 1923, donc il y a 100 ans, écrit vers une architecture où c'est le moment où il y a aussi un problème de logement en France et d'une architecture qui c'est un peu la période d'une transition. On passait de l'éclectique 19e siècle où il y avait des styles encore à une architecture où il n'y a plus de style. Et la première page de Le Corbusier, c'est la couverture de vers une architecture. Ici, c'est la passerelle d'un paquebot, parce que les paquebots étaient des villes flottantes et Le Corbusier était, très intéressé par cette esthétique de l'ingénierie et par la prouesse de l'ingénierie. Voilà. Donc, c'est Le Corbusier qui, le premier en architecture, parle de standard. Donc, vous voyez en haut à gauche le temple de Paestum, 600 avant Jésus-Christ, et à droite le Parthénon, 450 avant Jésus-Christ. Comme je dis, je suis pas historien, je vous ai donné des dates en gros, mais il y a 150 ans qui séparent ces deux temples. Et si on compare aujourd'hui à ce que l'on faisait comme architecture il y a 150 ans, on s'aperçoit que les choses ont évolué très très vite, mais que les standards, eux, ils n'ont pas bougé. Et si aujourd'hui on doit dessiner un temple, et on partirait de cette base-là parce que c'est le standard. Il compare
Le temple a des voitures, donc à l'époque il y avait c'était les voitures de l'époque, hein, et donc les voitures ont toutes des roues, ont tout un moteur et un volant. Les temples ont tous des socles, des colonnes et puis un entablement avec un fronton. Voilà. Donc, et comme une bouteille de champagne, elle a forcément une forme particulière. Les verres sont soudés d'une manière particulière, avec un muselet, avec un bouton, avec une certaine épaisseur de verre pour qu'elle soit résistante, transportable et autres. Et donc, tous ces standards-là ont un rapport avec l'industrialisation. Mais l'industrialisation n'est pas quelque chose de péjoratif à prendre trop mauvaise image à l'industrialisation. L'industrialisation, c'est simplement la capacité de pouvoir prendre un produit de l'artisanat, c'était l'artisanat qui est réfléchi et construit avec ses mains, à quelque chose qui pourrait être toujours réfléchi et construit, donc peut-être pas avec les mains, mais avec des machines qui aideraient à avoir une grande quantité de ces choses, voilà. Et l'industrialisation nous amène aussi à créer une architecture avec donc des standards, mais aussi de ne pas ce n'est pas parce que c'est industrialisé que cela ne tient pas compte de l'environnement, cela ne tient pas compte de l'homme, tout simplement, ou des lois de la nature, du soleil, de l'ombre. Voilà. Mies van der Rohe, en 1958, a été appelée pour construire la Neue Galerie de Berlin. Donc, il faut imaginer 1958, après-guerre, le mur de Berlin. L'Allemagne se remet de ses blessures et les œuvres de l'expressionnisme allemand ont besoin d'un écrin à la hauteur de leur qualité. Et on fait appel à Mies van der Rohe, qui est un architecte réputé à l'époque et qui était parti aux États-Unis pour construire suite à l'arrivée du nazisme en Allemagne. Et voici le musée de Mies van der Rohe, qui est la Neue Nationalgalerie à Berlin. Je vous invite tous à aller visiter ce bâtiment tellement il est impressionnant. Et là, on fait tomber l'image du musée, qui est un coffre-fort. Un musée, c'est un endroit où il y a des œuvres d'art d'une valeur inestimable, et on le protège habituellement, enfin jusqu'ici, par des murs très épais, des petites portes, voilà. Et Mies van der Rohe, lui, crée un musée qui est en fait une place. On monte sur un socle comme un temple. En fait, c'est un temple moderne. C'est un socle, une partie centrale et un entablement. Il n'y a pas de fronton parce qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir de fronton. Et c'est un bâtiment totalement transparent sur la ville, et on a l'impression une fois qu'on est sur le socle, de pouvoir rentrer dedans et que rien nous arrête. Et dedans, on met des œuvres d'art. Et donc, c'est une nouvelle image, mais ça reprend les fondements de l'architecture. Et en même temps, ça garde cette fonctionnalité d'être un musée ouvert à tous, donner envie de rentrer dedans, et ça ne nuit pas au paysage. Ici, en l'occurrence, c'est un paysage urbain, mais la manière de s'intégrer dans la ville et faire en sorte que ça n'a jamais existé, ou que ça semble toujours avoir été là, c'est une force importante de l'architecture. Et ce qui est intéressant dans ce musée aussi, c'est que il donne plusieurs images à voir. Donc ici, nous avons l'arrière du musée, où en bas, nous avons le jardin des sculptures, et qui est aussi largement ouvert sur l'extérieur. Et on s'aperçoit que ce bâtiment est fait qu'avec des produits industrialisés. Je vais vous montrer une vue de l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ce sont des poutres du commerce, hein. Ce sont des luminaires du commerce, des rails
qui sont industrialisées, des plaques de granit au sol qui ont été découpées, et toutes ces choses-là font partie de la standardisation. Et pourtant, c'est pas parce que c'est standardisé, c'est pas parce que ça vient du monde industriel que ce n'est pas beau. Voilà. Et que ça ne remplit pas sa fonction de solidité, de transparence, d'harmonie ou de rythmie, comme disait Vitruve. Voilà. Donc cet ouvrage de Mies van der Rohe, c'est une nouvelle image du temple, comme on a vu à Paestum ou au Parthénon. C'est-à-dire, c'est avec un minimum de choses, donc on appelle aussi en architecture le courant minimaliste, c'est avec un minimum de choses d'avoir un maximum d'espace. Et l'espace est bien la chose la plus importante à créer, hein, c'est de soulever une masse et de pouvoir être en dessous et donner tout cet espace à des gens pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Donc on arrive en Champagne, et là je vais refaire encore un tout petit peu d'histoire. J'ai pu retrouver une cartographie de Reims en 1898, et toutes les petites pièces que vous voyez ici en relief, ce sont des industries. Parce que Reims, en 1894, il y avait beaucoup d'industries textiles. Et si on pouvait zoomer, on verrait que ça ressemble à des usines, tout simplement, avec des cheminées, et que la ville était parsemée de cette industrie, parce que c'est ce qui faisait vivre la ville à l'époque. Et quand on arrive à Épernay, donc en 1900, peu de temps après, hein, c'est quasiment, on va dire en même temps, il y a très peu d'années qui séparent, on s'aperçoit qu'une maison de champagne, c'est aussi une usine. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que si vous regardez bien cette image-là, on s'aperçoit que ici nous avons des nefs, les mêmes qu'il y avait pour les filatures. Vous voyez qu'il y a un chemin de fer. Vous voyez qu'il y a aussi le canal qui peut être utilisé pour transporter le vin. Et vous voyez qu'il y a une liaison directe entre l'usine, l'industrie, parce que en fait le vin de Champagne est un vin qui se vend dans le monde entier, et que cette singularité elle nécessite des moyens industriels importants pour pouvoir je crois que Moum en 1900 vendait 3 millions de bouteilles. 3 millions il n'y avait pas 3 millions d'habitants à l'époque. Donc, c'était bien vendu dans le monde entier. Et on remarque plusieurs choses sur cette gravure. On remarque déjà l'axe de symétrie, qui est vraiment, même si c'est un bâtiment industriel, on fait pas n'importe quoi. C'est pas du fonctionnalisme pur et dur. C'est des bâtiments qui sont bien dessinés, qui reprennent un langage d'architecture classique. On voit la maison de maître au fond. C'est la Villa de Palladio, on va dire, hein, avec, pareil, son axe de symétrie. Là, en haut, ça doit être l'avenue de Champagne qui doit passer par ici. Voilà. Donc, construire une maison de Champagne à grande échelle, en 1900, c'était... alors, il y a la même chose chez nous aussi. C'était construire un bâtiment industriel, efficace, beau, parce que le champagne est un produit qui se vendait cher, mais que c'était important que le bâtiment respecte justement toute cette catégorie, cette qualité, mais surtout aussi il fallait dedans il y a des hommes qui travaillaient, quoi, donc il fallait faire attention aussi à la qualité de travail pour les gens dedans. Et on voit aussi, toujours chez Mercier, l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque en 1900 dans les caves. Donc on s'aperçoit qu'il y a des machines, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. On s'aperçoit d'une architecture aussi qui reprend l'architecture de la révolution industrielle, avec les petites fermettes en fer plat, les colonnes en fonte.
Voilà. Et ce qui m'a surpris dans cette photo, c'est la lumière naturelle. Et je trouve que cette photo-là montre qu'il y avait de la lumière naturelle. Donc là, c'est un atelier de rinçage de bouteilles. Donc les personnes, bon, j'imagine il devait y avoir du bruit, mais les personnes qui travaillaient là travaillaient dans des conditions avec de la lumière naturelle, alors que les personnes qui travaillent dans les caves forcément travaillent dans le noir. Et donc et on voit aussi la dimension de l'espace, parce que déjà peut-être à cette époque-là, le process évoluait, et donc c'était important d'avoir des espaces fluides pour qu'on puisse faire évoluer la machine avec les gens. Alors à la fois on a une image assez industrielle comme ça, et puis quand on veut parler du champagne à Paris au pavillon d'exposition, à l'exposition universelle de 1900, eh bien on parle plus beaucoup d'industrie. Là il y a une autre face. C'est montrer quelque chose d'extraordinaire, montrer la volupté, donner envie. C'est des formes courbes. C'est aussi les 1900, c'est l'époque Art Nouveau. Donc il y a déjà dans le langage architectural de l'époque toutes ces formes dites organiques et le coup de fouet, quoi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce type d'architecture à cette époque, mais en fait, on a vraiment l'impression que ce pavillon d'exposition qui est là pour mettre en avant le savoir-faire des vignerons de la Champagne est vraiment une vitrine. Voilà, c'est une vitrine parce que on n'est pas que en train de vendre des bouteilles dans le monde entier, mais on est en train de vendre les plus belles bouteilles et peut-être les plus chères, et celles où le vin nécessite un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, mais aussi c'est pas qu'un simple vin. Il y a besoin de temps, il y a besoin de voilà. Et donc ce bâtiment-là montre toute la richesse que le vin champagne dégage. Et déjà aussi à l'époque, alors on n'oubliait pas le paysage. Et ça, cette photo-là, quand je suis tombé sur cette photo-là, je me suis dit, mais alors je sais pas si c'est un photomontage devant ou s'ils avaient vraiment mis des vignes en foule dans le pavillon, mais derrière, il y a un paysage champenois. Donc là, un paysage fait par l'homme, hein, parce que les rangs de vignes sont posés par des hommes, et elles aussi répondent à une sorte de standardisation. Il y avait un pas à respecter qui doit être d'1 mètre, je crois, une hauteur à respecter, et que tout ça a été calculé et imaginé par de l'ingéniosité, parce qu'il fallait que le soleil, l'ombre portée d'une vigne ne tombe pas sur l'autre rang, et ainsi de suite, sur l'autre route. Et voilà, donc là, ce sont des vignes en foule, mais toujours un paysage qui a été, comment dire, s'il n'a pas été façonné, mais il a été, comment dire, agencé par l'homme, et ce pavillon rendait déjà hommage au paysage. Toujours Alphonse Gosset à la commande de la maison Pommery, des bâtiments industriels. Des bâtiments industriels, on voit bien, il y a on voit des nefs ici, ici aussi, et peut-être ici des bâtiments de bureaux, mais on s'aperçoit que ça ressemble aussi aux premières usines que l'on a vues. Sauf que en plus de l'usine, il y a une partie de décoration. Ici, c'est inspiré du style Tudor anglais, parce que le vin de Champagne étant un vin aussi de commerçant, il a aussi été longtemps en Angleterre ou dans d'autres pays, et ici c'est une sorte d'hommage à la clientèle, j'ai envie de dire là, puisque c'est pas du tout un style de notre région. Voilà, on s'aperçoit aussi que tous les bâtiments sont faits avec une symétrie, hein. À chaque fois, on peut tracer un axe dans les bâtiments, et chaque bâtiment a une fonction. Et on a l'impression ici d'arriver dans un village où, j'ai envie de dire,
c'est pas vraiment un village parce qu'il n'y a pas la dimension des maisons, mais dans une sorte de forum romain où il y a des bâtiments publics tous bien agencés ou légèrement, comment dire, mis en scène les uns des autres, les uns les autres pour créer justement une ambiance et se recréer une sorte de paysage qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire un paysage bâti qui donne l'illusion aux visiteurs ou comment dire ou à la personne qui arrive sur le site d'être dans un lieu bienveillant, accueillant. Voilà. Ça ressemble plus du tout à une usine avec ses grandes cheminées et ses façades grises, même si elles étaient bien dessinées et ordonnées. Voilà. Pour vous montrer que le champagne est bien un vin d'industrie, un vin qui a un rapport avec l'industrie, c'est que le Fort Chabrol, en 1900, construit par Ernest Picard, est le premier centre de recherche de la Champagne. C'est-à-dire qu'à cet endroit, on réfléchit pour pouvoir améliorer les rendements de la vigne, pour pouvoir augmenter peut-être la rentabilité du vignoble, pour pouvoir faire des vins de meilleure qualité, qui puissent mieux être transportés. Et aussi, on travaille sur le vivant et sur le végétal. Et là, ici, il y a une serre qui démontre cela. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a toujours un socle, une partie centrale et un toit, et qu'il y a toujours un axe de symétrie avec une symétrie avec les trois pavillons et une symétrie impair, puisque c'est là que l'on rentre, et une symétrie paire, parce que c'est là où on ne rentre pas, parce qu'il y a un poteau dans l'axe. Et tout ça répond à des codes d'architecture qui datent des temples que je vous ai montrés tout à l'heure. Ouais. Le champagne est quand même quelque chose de précieux. Et, cette maison, la maison Moum, construite par Ernest Calas, ce cellier Moum, fait vraiment penser à un coffre-fort. Il y a très peu de fenêtres en façade. La porte, elle aussi, qui a une forme très singulière, qui est ronde. C'est quand même un langage architectural assez inédit pour l'époque, puisque c'est pas un plein cintre. Voilà. Et il y a aussi tout un rapport sur l'échelle de la décoration. Ici, effectivement, on marque toujours l'axe de symétrie, on marque toujours le socle avec le quai et l'entablement. Et là, l'entablement, en plus, avec les métopes et triglyphes, c'est vraiment un entablement issu d'architecture grecque. Alors là, tous les styles sont un peu mélangés, mais c'était aussi cette époque fin 19e, début 20e. Et aussi, ce que l'on voit apparaître sur cette façade, bien entendu, ce sont les ornements et les mosaïques qui expliquent la fabrication du vin et donc qui établit très clairement le standard. Donc c'est la cueillette, c'est je vois pas très bien, mais c'est la vinification, le vieillissement, et ainsi de suite jusqu'à l'expédition. Donc il y a bien un processus industriel qui est magnifié ici sur cette façade par cette magnifique mosaïque et qui vient habiller l'architecture et qui explique aussi aux passants ce qui se passe derrière les murs ou comment c'est vraiment je trouve que c'est un des plus beaux exemples d'architecture à la fois industrielle et à la fois comment dire champenoise, puisque là on peut pas ce bâtiment-là il peut pas être ailleurs, quoi. Il est forcément chez nous, voilà, malgré qu'il emprunte architectural assez particulier qui mélange plusieurs styles. Voilà. Cette cette évolution dans l'architecture
et dans l'industrie va aussi avec l'évolution de l'architecture en général. Donc là, on est en 1934. La maison Moët et Chandon construit son site, qui est encore son site actuel, et on s'aperçoit que ce bâtiment-là, en forme de U, avec une cour, qui est une cour fermée, reprend tout simplement la typologie des bâtiments en U qu'on trouve sur l'avenue de Champagne, à une autre échelle, forcément, puisque là, c'est la grande maison, donc ça voulait dire aussi que c'était il y avait une grande quantité de vin qui était fabriqué à cet endroit-là, et on s'aperçoit aussi que l'architecture reprend les codes l'architecture, elle est le reflet de son époque. Et donc, elle reprend en 1934, donc elle reprend les codes et le langage de cette époque-là, qui est plutôt ici un peu plus épuré. On s'aperçoit aussi qu'il y a des grandes baies vitrées qui amènent forcément de la lumière naturelle sur les plateaux. Je parle de plateaux parce que c'était un système de construction aussi qui était développé grâce au béton armé et grâce aussi à l'ingéniosité des frères Perret dans l'histoire de l'architecture. Et donc, c'est un système de poteaux-poutres avec des grands plateaux libres qui permettaient d'avoir une certaine flexibilité là aussi pour que le process puisse évoluer. Ça permettait aussi une grande liberté de mouvement, une facilité de flux. Et surtout, l'industriel, la première chose qui demande à un architecte, c'est si j'ai besoin de m'étendre, comment je fais. Donc, l'idée des plateaux, c'est aussi une manière de pouvoir s'étendre intramuros aussi. Et j'imagine que ce bâtiment-là a dû être transformé depuis sa construction 5-6 fois et évoluer à chaque fois. Et ça, c'est ce que disait aussi Vitruve dans l'Economia, l'art de bien gérer sa maison, c'est-à-dire que ça a participé à l'économie du projet, le fait de l'avoir construit avec des grands plateaux et avec des lieux qui n'étaient pas prédestinés à une fonction, mais qui peuvent servir à une multitude de fonctions, puisqu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. Je vous ai mis une photo aussi à l'heure actuelle parce que on s'aperçoit que la brique est beige. La brique est beige, elle a la couleur du champagne. Et à Épernay, il y a très peu de bâtiments avec de la brique beige puisque les constructions à Épernay sont souvent en brique rouge, et puis il y a une brique qui est légèrement brunie, qui est mise avec un calpinage très précis et qui crée une sorte de décoration. Là, on voit que la décoration, elle est plutôt sur un thème art déco, puisque c'est un peu l'époque, et que la corniche est largement simplifiée et que la brique montre bien son rôle d'élément porteur et montre ici toute une brique, c'est toujours 5,5, 11, 22. C'est vraiment un petit élément tout petit en architecture et on peut en faire des cathédrales. Et ce bâtiment-là nous dit un petit peu ça. C'est comme un grain de raisin. Et puis avec un grain de raisin, on peut faire une multitude de grains de raisin. On peut faire du très bon champagne. Et là, la brique, elle est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle nous montre toutes les qualités qu'elle peut avoir par sa couleur, par sa texture et aussi par sa force. Et la brique n'est que de la terre qui a été brûlée. Cuite. Pardon. Et puis, je voulais parler d'un bâtiment, je ne connais pas l'architecte. Mais c'est la loge Montaigu. Et la loge Montaigu est pour moi la petite folie qu'on trouve dans un parc en Angleterre. Le petit temple, le petit, près des bassins, il y avait des petites constructions, donc ça s'appelait des folies. Et c'est un petit peu la petite folie qu'on vient mettre là. Donc c'est une loge, c'est un bâtiment très fonctionnel en fait. C'est pour y mettre des outils, pour abriter les gens s'il pleut, pour manger le midi si on reste là. Et pourtant, vous voyez, c'est pas très loin de la villa de Palladio, j'ai envie de dire, avec les quatre orientations, avec la partie centrale, le fronton, le socle. On retrouve là le langage qu'on n'a pas oublié depuis
600 ans avant Jésus-Christ, et on est toujours en train de répéter la même chose, parce que ça, en architecture, cette constance-là, c'est le standard. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle d'architecture en Champagne, ben, on peut pas parler d'architecture sans parler de paysage, et la communication de Moët et Chandon, qui est la grande maison, quand elle veut parler de soi, elle montre la loge Montaigu et le paysage, et ici vraiment un paysage construit par l'homme, bien entendu, qui est un paysage tiré au cordeau, qui est avec des courbes magnifiques. C'est un paysage idyllique. Voilà. Donc cette architecture qui se noie dans le paysage, dans la brume, dans l'atmosphère. Voilà, ça c'est la nouvelle manière de parler du Champagne. Ça, on parle de la terre, du terroir. C'est l'architecture n'est plus là pour faire un bâtiment qui va se montrer ou qui va être clinquant. Voilà, il y a plus besoin de vitrine. Il y a besoin de montrer qu'on est en osmose avec la nature et avec le paysage. Et ça reste malgré tout une industrie. Alors, je voulais parler aussi un petit peu de ce qui se passait ailleurs. Très bien. Je voulais vous parler un peu de ce qui se passe ailleurs, parce que le paysage a été là mis vraiment en avant, et bien plus que le paysage, c'est la terre et le terroir. Donc ici, on est en Espagne, à Gijón, et le architecte RCR a fait les caves Belloc, qui est un vin rouge et blanc aussi. Et vous voyez ici, ce que vous voyez en noir, c'est le sol. Ici, c'est le bâtiment historique. Et ici, la nouvelle construction est totalement enterrée. On reconnaît le plan ici qui est totalement enterré, puisque tout autour, c'est noir. C'est comme ça qu'on symbolise le fait que le bâtiment soit enterré. Et ils ont fait des galeries. Hein. C'est un bâtiment très contemporain. Hein. C'est pas des ruines anciennes qu'on a déterrées. Et voici ce que ça donne dans la réalité. Et on s'aperçoit que le paysage, on veut plus y toucher, quoi. On fait attention, on rentre dans le sol, on se cache, on fait en sorte qu'on n'a jamais été là. Et pourtant, dedans, il va quand même falloir sortir quelques milliers de bouteilles. Et pourtant, on va se créer des lieux de travail qui ne jurent pas avec le paysage, parce qu'en fait, on lui doit beaucoup au paysage. Et on veut surtout pas se tromper. Et rien n'empêche que dedans, on peut créer des lieux extraordinaires grâce à la lumière. Il y a une certaine modestie dans cet espace, une certaine humilité, et pourtant ça marche très bien grâce à la lumière, grâce à l'intelligence des architectes qui ont imaginé cet espace. Et là, j'ai envie de dire, on ressent aussi la beauté, et c'est là qu'on devrait tendre à chaque fois que l'on travaille pour un vigneron. La même chose est faite en Italie, chez Antinori. Donc là, c'est vraiment l'inverse, puisque Antinori, c'est vraiment un très grand viticulteur en Italie. Et on s'aperçoit ici de la forme du terrain. Là, on voyait des voitures. Hein. Il y a des vignes, il y a des cheminements, et on voit des vignes sur le toit, et on voit un bâtiment qui s'intègre au terrain. De même, ici, vous voyez la partie qui est enterrée, hein, voilà, derrière, et le bas avec la route. Donc, quand on est en Toscane et qu'on cherche où se situe Antinori, eh bien, encore qu'il y a des panneaux, parce qu'on pourrait passer devant sans le voir, puisque c'est ici. Ici, je vous montre aussi la masse de terre qu'il a fallu bouger, remodifier. Et là aussi, c'est un paysage artificiel, mais qui à la fin sera, qui semblera le plus naturel possible. Et la maison, la maison j'allais dire la maison de Champagne, pardon, excusez-moi. Les caves Antinori sont ici. Voilà. Donc, vu depuis la rue, il y a des murs de soutènement, et après, le bâtiment est au fond ici, et on le voit ici. Voilà. Rien n'empêche aussi que sous terre, on peut faire amener la lumière, et comme à Gijón, les architectes et l'ingéniosité des architectes pour amener de la lumière dans des lieux enterrés est tout à fait,
est tout à fait bien représenté ici. C'est assez monumental quand on y va, et pourtant on pourrait passer devant sans le voir. Et que ce soit le côté industriel ou que ce soit le côté monumental, l'intégration des bâtiments dans le paysage, c'est vraiment le fil rouge, quoi. C'est le fil d'Ariane qu'il faut jamais lâcher, quoi. En tant qu'architecte, faut pas se dire tant pis, quoi. C'est interdit. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour qu'on puisse passer devant votre bâtiment sans le voir, à la limite. Ça serait ça le top de notre travail aujourd'hui quand on intervient dans un lieu patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ça serait de pouvoir créer des choses extraordinaires, qu'elles soient monumentales, industrielles ou autres, et qu'on puisse passer devant sans les voir. Voilà. Donc, je vais vous faire part de quelques expériences personnelles. Je vais assez vite dessus parce que c'est pas de la publicité, simplement pour vous dire comment j'ai réagi face aux commandes que l'on a fait. Et je voudrais commencer par Mailly Grand Cru, qui est ma première expérience dans le domaine du champagne. Et si je suis en entrée de village, on aperçoit la route, le bâtiment historique de 1929 et ici l'extension que nous avons réalisée. On s'aperçoit aussi, Mailly est entouré de vignes, et la première chose qui me vient à l'idée, c'est surtout, je vais faire quelque chose de joli. C'est la première image que j'avais envie de faire. Enfin, je vais faire quelque chose de joli, mais j'ai surtout pas envie de dénaturer ce qui existe, parce que ça raconte ce qui existe, ça raconte l'histoire des vignerons de Mailly depuis 1929. Quoi. Donc je me dis, mais moi, si j'interviens là, je vais faire un projet historique pour la maison, puisqu'ils n'ont pas fait de grandes modifications depuis 1929. Comment j'interviens en respectant ce qui existe et en même temps en faisant quelque chose de joli, parce que c'était la commande. La commande, souvent, quand on vient me voir, on me dit on a besoin que quand les gens passent devant chez nous, qu'ils nous disent c'est joli, on va s'arrêter, ou tiens, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on va faire des totems et des choses qui soient criardes ou tapageuses dans le paysage, voilà. Par contre, voilà, il faut à un moment donné faire rêver. Et faire rêver, c'est comprendre comment on fait le vin, c'est comprendre les attentes du client, c'est d'être à l'écoute. Et ici, vous voyez, on a dessiné une porte et la porte fait 12 mètres de long. Et quand on a dessiné une porte, on m'a dit, mais pourquoi vous avez dessiné une belle porte avec des feuilles comme ça? Il y a même des feuilles d'or sur les... je dis, mais c'est quand même la porte des vendanges, quoi. Vous l'ouvrez une fois par an, pendant 15 jours. Tous les vignerons attendent qu'on ouvre cette porte-là, quoi. C'est pas une porte sectionnelle à 2 balles, excusez-moi l'expression, que l'on a mis dans un coin. Cette porte-là, c'est la porte des vendanges, donc c'est-à-dire que elle doit être magnifique. C'est un moment solennel, son ouverture. Et donc, dans l'architecture, il y a besoin de retrouver des symboles comme ça, des signes. C'est comme quand on dit, on a l'impression d'être dans un espace, mais d'être aussi à l'extérieur. Vous voyez la finesse de la façade et la finesse des verres, de telle sorte à ce que, le soir, quand on passe devant Mailly Grand Cru, on a l'impression que on nous accueille les bras ouverts. Et c'est important d'accueillir les clients. Ça fait partie le champagne aussi, un vin qui a un rapport avec le fait d'accueillir, le fait de féliciter, le fait il y a de la joie, il y a il y a un moment donné, il y a un élément qui fait que c'est un moment extraordinaire dans une vie banale ou dans une journée banale. On va ouvrir une bouteille parce que on va fêter quelque chose. Et voilà. Et je voulais que cette ambiance transparaisse à travers cette architecture. Alors, on n'oublie pas que le vin, il faut mettre les vins dans les caves, donc il faut faire des escaliers et descendre dans la cave parce que mettre du vin dans des bâtiments hors sol, c'est pas logique, voilà. Et donc, même si c'est plus économique, même si mais ils ont leur cave
dans la cave, hein, enfin leur vin dans la cave, et donc il a fallu faire de manière, même si à un moment donné il faut faire de manière contemporaine un escalier, il faut quand même faire un escalier qui soit digne d'un escalier d'une grande maison qui existe et qui ont été construits il y a plus d'un siècle. Voilà. Là, c'est un chai, et le chai, en fait, c'est que des poutres en béton et des dalles en béton construits dans les années 29, hein, ça c'est dans le bâtiment ancien. Et il y a une manière aussi de magnifier cet espace qui existe, soit par la couleur, soit par, vous voyez, le noir il efface, le blanc il met de la prestance. Il y a de la lumière, on a l'impression d'être un petit peu dans le ventre d'une baleine, puisqu'on fait ressortir toutes les nervures des poutres et ainsi de suite. Et donc ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui l'ai dessiné, je l'avais sous les yeux. Donc j'ai mis peu de choses pour bien le. On a refait le plafond, on a su mettre en scène ce qui existait et plutôt que de tout casser et plutôt de se dire c'était pas bien ce que les autres ils ont fait ou ce que les anciens nous ont laissé. Des fois, on peut faire très très beau avec très peu de choses parce que quand ça a été construit avec les codes et avec les standards dont je vous ai parlé, il n'y a plus grand-chose à faire pour que ce soit magnifique. Vous voyez la manière de mettre la lumière et ainsi de suite. Là, on a dessiné aussi une belle grande table magnifique. Mais on la voit à peine. Si je vous dis pas où elle est, vous la voyez pas. Voilà. Très bien. Je vais vous parler d'un autre projet qui est le projet de Manuel Génisson à Verzenay, qui est un projet assez important par sa volumétrie, puisque en dessous, ici, il y a jusqu'à moins 13 mètres des caves. Voilà. Et pourtant, quand je montre cette image et je dis, j'ai fait un bâtiment là, on le voit pas, puisque ce bâtiment-là, il s'intègre dans le site. Alors moi, je vous montre où il est là. Il est hors du village et pourtant, il le prolonge bien. On voit aussi que par rapport au bâtiment qui existe, il y a une volonté de s'aligner, de pas dépasser, de pas être plus haut. Et quand on voit la couleur qu'il a par rapport à la couleur du village, on voit bien que on a fait attention. On a rien fait par hasard. Et le champagne, on peut pas faire du champagne par hasard. Donc on peut pas faire de l'architecture non plus par hasard, de façon voilà. Et ce bâtiment, il a quatre ouvertures, une sur les quatre points cardinaux. Et c'est un peu comme la Villa Rotonde que je vous ai montrée, ou la loge Montaigu. Une ouverture regarde Verzenay, une autre regarde le moulin, une autre regarde les vignes et une autre regarde le phare. Donc ce bâtiment-là, il pouvait être qu'à Verzenay. Et c'est pour ça qu'on le dessine comme ça. Donc voilà. Là, ici, on voit par rapport au village. Et puis, il faut descendre à la cave. Alors, au début, on m'avait commandé qu'un escalier de secours parce qu'à la cave, il faut pouvoir y descendre et remonter pour s'échapper. Mais voilà, on peut faire un escalier qui soit un bel escalier, c'est pas le même volume que les escaliers dont je parlais tout à l'heure qui descendent tout droit comme à Pommery. Mais voilà, on peut faire un magnifique escalier pour magnifier cette descente à la cave, comme on peut faire un autre magnifique escalier pour aller vers la lumière où les gens travaillent. Voilà. Toujours à Verzenay, ça c'est l'image. Alors aujourd'hui, on a des moyens de représentation qui sont assez poussés. Donc on peut, voilà, c'est pour Lançon, c'est un pressoir. On peut on peut donner l'illusion tout de suite de ce que ça va rendre dans la réalité. Et ça, c'est très important de juger l'architecture comme ça, parce que la matérialité et la vision et l'ambition du projet se disent sur cette image-là. Voici la réalité. Donc, j'ai pas trop menti. Et voici comment le bâtiment s'intègre dans le site. Et toujours, vous voyez, je suis plus bas que les bâtiments qui existent. Je garde des couleurs qui ont un rapport ici avec la saison, dans les couleurs brunes et l'acier Corten, qui est un acier rouillé. Ici, on voit tout de suite ce qui nous a motivés, donc la vue sur le moulin de Verzenay et la transparence, puisqu'on peut voir à travers les façades. Transparence que l'on a depuis les lieux de travail. Le lieu de travail, pour moi, c'est très important. On construit des bâtiments utiles, des bâtiments où on va produire quelque chose. Il y a des gens qui toute la journée travaillent dans ces bâtiments-là. C'est important que depuis le lieu de travail, on ait la même vue que depuis l'espace d'apparat qui le complète. Voilà. Ici, nous sommes à Montaigu, et là, c'est mon plus gros projet dans le vignoble.
Et c'était une super expérience surtout, et, euh, et une super chance de pouvoir d'avoir fait ce bâtiment-là. Et là, vous allez retrouver les similitudes aussi avec Mies van der Rohe et tout ce que je vous ai dit par rapport à l'ancrage du bâtiment. Là, c'est un personnage, hein, c'est une personne, et j'ai fait exprès de prendre cette coupe-là pour vous montrer que si on veut s'intégrer dans le paysage, à un moment donné, il faut faire un trou dedans et se mettre dedans et se cacher et utiliser l'air et la lumière extérieure que ce dont on a besoin pour bien éclairer l'espace, pour que les gens se sentent bien. On construit pas des usines que pour produire. C'est un lieu de travail, donc on, on construit des lieux où il y a des gens qui vont y passer une grande partie de leur vie et que ces lieux-là doivent leur donner, comment dire, envie de travailler, qu'ils se sentent bien, que l'acoustique soit belle, que la lumière soit belle, que la vue depuis ce lieu de travail soit magnifique. Tout ça, on a la chance en Champagne d'avoir des paysages magnifiques. Et ça, on peut en faire profiter à tous ceux qui travaillent dans les bâtiments, plutôt que de faire des boîtes en tôle à côté de zones industrielles, et puis on écrit le nom d'une marque de champagne dessus. Voilà. Donc voilà. Ici, c'est l'ambition, c'est ce que j'ai vendu aussi à l'époque en disant, bah voilà, on fera un bâtiment tout transparent. Et voici là, vous voyez bien la similitude avec la Neue Galerie de Berlin. Ça aussi, c'est un coffre-fort parce que peut-être la valeur marchande de ce qu'il y a dans toutes ces cuves ici valent beaucoup plus que ce qu'il y a dans le musée de Berlin. Et pourtant, tout est en verre. Et voilà. Paysage. En dessous, il y a 13 mètres de cave. Hein. Voilà. Et dedans, il y a du process avec des machines et les bâtiments sont aussi visibles le soir. Voici ce que les gens, quand ils reviennent d'Avise, voici ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils voient. Et aussi, les bâtiments sont totalement transparents. On peut voir d'un bâtiment à l'autre. Ouais. Et puis, le travail, c'est un lieu de travail, c'est magnifique, quoi. C'est un lieu. Moi, je pars du principe que si on se sent bien dans un lieu de travail, on travaille bien et on travaille mieux. Et le champagne, on n'a pas le droit de travailler moins bien qu'avant. On a toujours besoin de travailler beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut-être vendre des bouteilles à 50 euros chez certains vignerons, alors que peut-être qu'ils les vendaient que 18 ou 15 avant. On fait beaucoup plus attention aux choses. On les fait beaucoup mieux. Et en architecture, à chaque fois qu'on fait un projet, on doit toujours faire mieux. Voilà. Et là, c'est la descente à la cave où là, j'ai simplement voulu, bien que là, j'avais peut-être la distance, mais je voulais créer un escalier qui était assez extraordinaire, qui donne un peu l'idée de l'ivresse de la descente à la cave. Alors ça, c'est la lumière naturelle qui descend jusqu'à la cave, qui descend à moins 13 mètres. Et quand on tourne la tête, et là, on arrive dans le monde du process, dans le monde de la cave, et avec la lumière orangée. Voilà. Ça, c'est le bas de l'escalier. Et puis cette photo-là, je vous demande de bien la regarder, parce qu'elle n'existe plus, puisque tout est plein. Et donc, ça montre on est vraiment dans l'industrie. Il faut se dire que c'est des projets à grande échelle. Euh, c'est voilà. Donc là, je mets en avant le photographe qui a fait toutes les photos de l'agence et toutes les photos que vous avez vues de nos bâtiments. Voilà. Et, et je voulais terminer avec cette photo pour vous montrer qu'avec des poutrelles, du caillebotis, du garde-corps, des cuves, ce que l'on trouve dans toutes les maisons de champagne. Dans toutes les maisons de champagne, il y a exactement la même chose. Comme dans toutes les bouteilles de champagne, il y a du vin avec des bulles. Dans toute architecture de champagne, il y a des cuves, il y a des garde-corps, il y a du caillebotis, il y a des poutres, il y a des luminaires, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui change, c'est l'ordre. L'ordre fait d'un bâtiment une œuvre. Si on arrive, c'est pour ça que j'ai commencé par Vitruve, parce qu'il a parlé de la proportion, il a parlé de la symétrie, de toutes ces choses qui sont indispensables pour créer un équilibre magnifique et beau. Voilà. Donc ça, tout le monde pourra le faire. Voilà. Simplement, il faut le savoir, il faut le transmettre, et voilà, il faut travailler pour en arriver là. Donc voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire en vous disant que moi, j'arrête de dessiner quand je trouve ça beau. Voilà. Et vous remplacez sur le podium?
Merci Giovanni. J'ai senti beaucoup d'émotion. Et la notion de beauté, c'est voilà, on est parti de la beauté et on a atterri sur la beauté. Et c'est alors pour moi, ça a été un plaisir de suivre ça. J'avais vu les photos, mais je n'avais pas le texte. Donc un grand merci. On peut être géométrique et aussi en parler avec beaucoup de fierté. Merci pour votre talent aussi, l'intégration dans les paysages du Champagne qui nous tiennent tous à cœur. Nous n'avons pas vu de questions. Vous avez encore la possibilité d'en poser dans le chat. Si pendant ce temps-là, je vais vous donner rendez-vous pour les prochaines conférences. Et la prochaine, elle va être un peu fondamentale puisque on va se poser la question de mais qui donc a inventé le champagne et c'est notre président du conseil scientifique, Jean-Luc Barbier, qui est l'ex-président du comité Champagne, qui viendra nous exposer les dernières recherches. Je vous donne donc rendez-vous le 21 mars à 12h30, à l'heure du déjeuner. Alors, certains nous ont donné l'avis dans le chat sur le fait qu'ils aimaient bien l'heure du déjeuner. Ils sont là. Donc, merci d'avoir répondu. Et votre présence à l'heure du déjeuner nous prouve que ça vous plaît bien. Le 13 avril, en revanche, ce sera à 18h30. Nous aurons une conférence en partenariat et en direct du musée d'archéologie régionale et du vin de Champagne par sa conservatrice et sa directrice. Et donc, ça aura lieu en direct du musée d'Épernay, qui est installé dans le château Perrier, et donc qui est un lieu d'incarnation et de mise en valeur de la Champagne au patrimoine mondial. Et je vous donne rendez-vous ensuite le 25 mai et le 14 juin. Je ne sais pas encore vous dire l'horaire, ça va dépendre des consultations qu'on mène en ce moment. Il n'y a pas de questions. J'aimerais vraiment remercier Giovanni, c'était passionnant. Voilà une pierre de plus à l'édifice. Si vous voulez revoir les conférences, voilà, vous pouvez et partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez scanner ces QR codes. Et ces conférences existent aussi parce qu'on a un abonnement Zoom, donc qui est venu s'ajouter à nos autres actions. Et donc, vous pouvez aussi devenir ambassadeur de la région. Là aussi, vous pouvez scanner le QR code pour arriver directement sur le site et vous nous aiderez à démultiplier nos actions, soit comme donateur, soit comme entrepreneur. Et aussi en devenant bénévole. On a des missions à vous confier, des petites, des moyennes, des grandes, en fonction du temps que vous pouvez nous consacrer. Voilà, je vous souhaite, vous avez dû manger sur le pouce, donc merci de nous avoir consacré l'heure du déjeuner. Et je vous donne rendez-vous le 21 mars prochain, de nouveau à l'heure du déjeuner.